Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler de quelques livres que j'ai reçus et achetés. C'est assez calme en ce moment, mais écoutez, c'est pas grave. Je lis et donc ça me permet de descendre ma palle. Et je vous parlerai de 4 livres que j'ai lus, ou plus particulièrement 2 livres que j'ai lus en format papier et 2 livres que j'ai écoutés en audio. Voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, je commence avec les nouveautés dans ma palle. Eh bien, il s'agit de 3 pockets. Mes 3 pockets, 2 avec le nouveau logo, la nouvelle charte graphique, je sais pas comment on dit, mais de pocket, et puis un avec l'ancien. Ça se voit bien quand même la différence, hein. Et puis aussi sur les couvertures, puisque là on a le pocket avec le fond bleu, alors que sur les nouveaux, il y a le pocket sans le fond bleu. Voilà, alors ces livres, eh bien, on a Le Tueur de l'ombre de Claire Favant. Mais pour vous expliquer pourquoi j'ai pris le Tueur de l'ombre, il faudra que je vous explique ce que j'ai pensé du tueur intime, et ça je vous en parle après. Donc voilà, c'est la suite. Est-il aussi épais? Alors aussi épais, je suis pas sûre. Il est épais, ça, oui. Ah, il fait moins de 600 pages, 550 pages. C'est un petit livre par rapport au tueur intime. Voilà, eh bien écoutez, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. En fait, je n'avais pas encore regardé la 4e de couverture, je viens de la parcourir et j'ai trop hâte, vu comment se termine Le Tueur intime. Il faut que je casse vite, il faut que je lise Le Tueur de l'ombre. Voilà, donc ça c'est un achat que j'ai fait. C'est un achat que j'ai fait parce que je vais aller à Noir-sur-Ormesson et j'ai été un peu marquée par Brive, la Foire du livre de Brive, où ce livre n'était pas présent alors que NJ le voulait et voulait le faire dédicacer à Claire Favant. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour Noir-sur-Ormesson. Est-ce que vraiment les auteurs auront tous leurs livres ou seulement une sélection faite par le libraire? Au cas où, je l'emmène, sachant qu'on peut amener un nombre de livres limité. Donc, bon, je l'amène, mais je n'ai pas pu faire ça avec tous les livres que je souhaitais à tout prix faire dédicacer à Noir-sur-Ormesson. Et j'ai reçu un petit colis pocket trop chouette pour cette fin d'année. Donc, un livre de Noël de Karen Ponte. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. La couverture est superbe en fait. Parce que tout ça, ça brille. Voilà. Alors, de Karen Ponte, j'ai déjà lu 2 livres. J'ai lu Vous faites quoi pour Noël et Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Et ça l'avait moyennement fait avec moi. Et en même temps, Karen Ponte, elle a un succès assez dingue. Là, à Brive, elle était sur un grand stand où il y avait Laure Manel, il y avait Bruno Combe, il y avait Bernard Minier, il y avait Jacques Sausset. Voilà, il y avait du monde. Donc, c'est un stand où j'ai souvent été. Et à chaque fois que Karen Ponte était là, il y avait un maximum de monde qui attendait pour faire dédicacer son livre. Donc, je dois passer à côté de quelque chose. Donc, en fait, le fait que j'ai reçu ce livre-là par Pocket, je crois d'ailleurs qu'il existe en audio, je l'ai vu sur Audible, donc je vais regarder, voilà. Et du coup, le fait que je l'ai reçu, ça va me permettre de remettre en question mon avis et de retenter l'expérience, voilà. Je vais voir. Alors, j'avais moyennement accroché avec les deux autres là dont je vous parlais, pour une histoire de vocabulaire utilisé en famille. Enfin, vocabulaire où, pour moi, il y avait un petit côté vulgaire, des situations... j'avais beaucoup de mal à me projeter sur ces situations-là et j'ai pas réussi à décrocher, si vous voulez. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et puis, j'ai reçu blablabla, L'hôtel du bord de l'eau sous la neige de Jenny Colgan. Jenny Colgan, elle a écrit plein de choses. Elle a notamment écrit toute la saga de La Petite Boulangerie. Donc ça, je suis à jour. La Petite Boulangerie du bout du monde. Une saison à La Petite Boulangerie. Noël à La Petite Boulangerie. Ça, c'est bon. J'ai dans ma palle et que j'aimerais écouter en audio La Charmante Librairie des Jours Heureux. Donc là, il y en a 2. La Charmante Librairie des Jours Heureux et La Charmante Librairie des Flots Tranquilles. Il y a Cupcake Café, Rendez-vous au Cupcake Café et le Cupcake Café sous la neige, je ne connais pas.
Et il y a la série Au bord de l'eau, Une saison au bord de l'eau, Une rencontre au bord de l'eau, Noël au bord de l'eau et L'hôtel du bord de l'eau sous la neige. Donc ça, c'est le 4e tome. Et donc, j'ai bien envie de me procurer les premiers et de découvrir. Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé La petite boulangerie du bout du monde. Je veux continuer à découvrir les livres plutôt cosy, agréables à écouter. En audio, ça passe très bien. Donc tous ces livres de Jenny Colgan. Je passe maintenant aux livres que j'ai lus et écoutés. Alors j'en ai 3 en format papier qui sont ici. Et il y en a un que je n'ai pas. C'est Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie de Raphaël Giordano. Heureusement que j'ai mon ordinateur à côté parce que je ne me souviens jamais du titre. Je l'ai écouté et je n'ai pas de traces, je n'ai pas le livre papier et c'est la 2e fois que ça m'arrive. J'ai eu ça avec Identité croisée d'Arlan Coben. Ce sont 2 livres qui sont sortis en grand format très récemment. J'ai pas de partenariat avec les maisons d'édition. Déjà le Harlan Coben, je l'ai lu dans un partenariat, dans le cadre d'un partenariat avec Lizzie. Et alors là, le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie de Raphaël Giordano, je l'ai écouté via NetGalley. Voilà. Et donc, j'allais pas acheter le grand format à côté pour l'avoir à tout prix en papier. Donc, je commence à changer un petit peu mes habitudes et à accepter d'écouter un livre audio que je n'ai pas en papier. En même temps, ça sert à quoi de l'avoir en papier? Pas forcément grand-chose, mais bon, c'est pas grave. C'est plutôt, parfois, je l'ai en papier et du coup, il traîne tellement dans ma palle que je le sors en livre audio et ça m'enlève un livre de ma palle. Ça, ouais, dans ce sens-là, ok. Mais dans l'autre sens, bon, pas forcément. Alors, je commence par... je vous ai parlé d'ailleurs du spleen du popcorn. Alors, les autres, eh bien, il y a La saignée de Cédric Cyr, il y a Le tueur intime de Claire Favant, il y a Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Ces 2 livres, je les ai lus pendant un week-end de 3 jours. Voilà, j'ai beaucoup lu, j'avais vraiment besoin de me poser ce week-end-là. Et donc, on en a un qui fait presque 700 pages et l'autre qui fait plus de 700 pages. Donc, voilà, ça a été un week-end très chouette. Très chouette, oui et non, parce que vu les sujets, ouh, voilà, donc La saignée et Le tueur intime. 2 livres pour préparer le salon de Noir-sur-Ormesson où je verrai les auteurs. Et puis l'autre, c'est un livre qui était dans ma palle depuis longtemps, justement, et j'imagine qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps parce que, justement, le livre audio, je l'ai eu sur NetGalley. Alors, ce qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le livre audio, enfin, je crois, comme je l'ai eu via NetGalley, souvent, ce sont des sorties récentes, mais ce livre, en revanche, il est sorti il y a un moment, c'est le premier livre de Valérie Perrin, et depuis, elle en a sorti 2 autres. Eh bien écoutez, je vais commencer avec celui-ci. Les oubliés du dimanche, avec cette couverture que j'aime beaucoup. Les couleurs, en tout cas, me font beaucoup de bien en cette période automnale. Alors, dans ce livre, on suit Justine. Justine, elle a 21 ans, elle travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite. Elle a une vie particulière. Elle a une vie particulière parce qu'elle habite avec ses grands-parents et son frère, entre guillemets, qui est son cousin. Alors, en fait, elle a été élevée par ses grands-parents avec son cousin. Donc, comme si ses grands-parents étaient ses parents, comme si son cousin était son frère. Donc, très particulier. Pourquoi? Parce que ses parents sont décédés dans un accident de voiture et dans cette voiture, il y avait ses parents, mais il y avait aussi son oncle et sa tante, les parents de son cousin. Sachant que, si vous arrivez toujours à me suivre, le père de son cousin et le père de Justine étaient frères jumeaux. Et ce sont donc les parents, les grands-parents, les parents de ces jumeaux qui élèvent du coup les petits-enfants. Vie compliquée, secret de famille autour de ça, il y a des non-dits, voilà, grands-parents qui vivent pas ça bien du tout, grands-parents particuliers, on n'est pas dans du comique, on n'est pas du tout dans du comique, voilà, c'est sérieux, mais on a, enfin je vous dis ça parce que je repense à une grand-mère un peu suicidaire, un grand-père qui ne parle pas, enfin la grand-mère suicidaire et en même temps qui a des fois des attitudes particulières quand personne la voit, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça peut paraître un peu loufoque si je vous disais réellement ce qui se passe, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment des choses assez sérieuses et dramatiques malheureusement.
Ça, c'est la vie de Justine, sa vie personnelle. Dans sa vie professionnelle, du coup, comme elle travaille dans une maison de retraite, eh bien, elle est amenée à voir des personnes âgées et elle a rencontré notamment Hélène. Hélène qui est presque centenaire et en fait, elle va s'intéresser à la vie de Hélène et nous-mêmes, on va s'intéresser à la vie d'Hélène par la force des choses, puisque Justine va vouloir raconter en fait la vie d'Hélène. La vie d'Hélène n'est pas simple, elle a toujours voulu lire, ça n'a pas été le cas. Elle a rencontré Lucien qui l'a beaucoup aidée sur ça. Il l'a beaucoup aidée, sauf que Lucien a vécu une Seconde Guerre mondiale très compliquée. Ils ont été séparés à ce moment-là. Et voilà, on va suivre aussi toute leur histoire et comment on en arrive de la naissance d'Hélène jusqu'au présent, quand Justine est avec elle dans la maison de retraite. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est totalement une double temporalité? C'est pas forcément une double temporalité dans le sens de certains Lucinda Riley où on a des gros blocs passé, présent, passé, présent. Là, des fois, on jongle de façon beaucoup plus rapide entre le passé et le présent. C'est un livre qui est très prenant, que j'ai beaucoup aimé suivre. La voix de la lectrice, vraiment, j'ai bien accroché. C'était un bon moment d'écoute. Voilà. Il y a un truc. C'est pas parfait pour une raison. Valérie Perrin, elle a une écriture particulière. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ses livres, alors que ce soit celui-ci, que ce soit Trois, que ce soit Changer l'eau des fleurs. Alors, dans l'ordre, Les oubliés du dimanche, Changer l'eau des fleurs, Trois. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres. Trois, pour moi, était un coup de cœur. Changer l'eau des fleurs, ouais, j'avais bien aimé, mais il y a toujours un petit quelque chose qui m'a dérangée, et encore plus ici. C'est que elle a une écriture globalement poétique. Et au milieu de son écriture poétique, on se retrouve avec des mots crus. Et dans ce livre, dans mon écoute, j'étais quand même sur un livre audio, ça m'a encore plus marqué. Soit c'est parce que, oui, dans ce livre, c'est encore plus présent, soit c'est parce que c'est de l'audio et du coup, ça m'a fait mal aux oreilles, mais j'ai parfois été emportée par des phrases, vraiment, je vous dis, avec une sorte de musicalité et des mots si poétiques. Enfin, voilà, vraiment, j'ai été emportée, mais plus d'une fois, hein, par des phrases comme ça. Je me souviens prendre des photos pour mon compte Instagram, tout installer, etc. Et puis être prise par ça, et bam, avoir un mot cru qui me sort de cet état et me dire oh, ça vient faire quoi là? Et là ouais, je me souviens à un moment donné, j'étais tout donc en train de faire mes photos, etc. Dans cette longue phrase et tout. Puis à un moment donné, c'est enfin vraiment je vous dis une poésie, etc. C'était si agréable et hop, le personnage il va dans les chiottes. Eh ben, je peux vous dire que au milieu de cette poésie, ça m'a fait bizarre. Alors, non pas que je sois choquée par ce mot, absolument pas. Mais pour moi, c'était pas, c'était pas le moment, si vous voulez. On aurait juste, bon, je vous avoue que en même temps, à parler de toilette en plein milieu d'une phrase poétique, ça peut vous paraître très surprenant. Ok, admettons. Mais je vous assure que dans le moment, j'étais vraiment prise dans cette histoire. C'était beau en plus, c'était bien dit et tout. Puis à un moment donné, chiotte. Je me dis, c'est pas possible. Et alors je vous dis ce mot, mais ça a été le cas avec pas mal d'autres phrases, d'autres moments. Et ça m'a fait tout bizarre. Mais c'est l'écriture de Valérie Perrin. Si vous avez déjà lu ses livres, vous devez... Enfin, soit vous y faites pas du tout attention, soit ça vous paraît normal, mais il y a un petit côté comme ça qui m'avait déjà marqué, mais pas titillé, pas gêné. Sinon, 3 n'aurait jamais été un coup de cœur pour moi. Enfin, mais là, je sais pas, j'ai plus fait attention et je vous dis, c'est vraiment emporté par des phrases, par des sentiments, des situations qui sont simples, mais qui deviennent un peu magiques par les mots qu'elle utilise, par le rythme et tout ça. Et tout à coup, on se retrouve sur un mot qui nous fait sortir de cet état, c'est rageant. Voilà, bon. Je veux bien vos avis. Hein.
Voilà, alors comme je vous dis, c'est peut-être amplifié par le côté audio, notamment parce que la lectrice, je l'ai beaucoup aimée et j'ai vraiment, c'était une bonne écoute notamment grâce à elle, mais elle était tout à fait crédible dans la peau de Justine, 21 ans. Avec une voix, je vais pas dire enfantine, mais peut-être un petit peu plus jeune que 21 ans, ou alors ouais, 21 ans avec un côté naïf, pas encore très mûr. Donc avec cette voix comme ça m'a peut-être un petit peu plus titillé. Voilà, donc ça c'était Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Alors, je continue avec un livre audio qui est donc le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie de Raphaël Giordano. Ah, ce titre. Donc, comme je vous expliquais, je l'ai écouté via NetGalley, donc je n'ai pas du tout de livre papier avec moi à vous présenter. C'est le deuxième livre que je lis de Raphaël Giordano. J'avais lu son tout premier en format papier, j'avais pas accroché. C'est une autrice, ça me fait penser à Karen Pont en fait quelque part. À force d'en entendre parler, j'ai eu envie de réessayer. Et j'avoue que ce long titre, le spleen du popcorn, etc. Et ben en fait m'a vachement attirée. Ça veut dire quoi un popcorn qui voulait exploser de joie? Déjà je trouve l'image tellement belle en fait. Enfin voilà, on imagine, j'imagine qu'on a tous fait des popcorn et tout, on entend pop 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 et puis hop, je sais pas, je trouve ce titre si, presque ça fait déjà sourire en fait. Alors, Raphaël Giordano, ce qui me gênait un petit peu dans son premier livre, après, ce sont les souvenirs que j'ai qui sont peut-être erronés, qui tiennent peut-être compte de la période dans laquelle je l'ai lu. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais peut-être que j'étais pas objective et que je penserais à autre chose maintenant si je le lisais ou si je l'écoutais. Mais des souvenirs que j'en ai, il y avait un côté roman, développement personnel, moralisateur et moralisateur, donneur de leçons. Et j'avais pas trop adhéré par rapport à ça parce que il y a un côté développement personnel, mais moi j'aime bien quand c'est totalement intégré dans l'histoire et que c'est tellement bien intégré de façon subtile que je prends les conseils comme si j'oubliais que c'était un livre de développement personnel, si vous voulez. Je lis un livre plutôt feel good et au passage, oh, j'ai des conseils, c'est génial, j'en suis surprise. Bon, ok, c'était pas un livre feel good, en fait, c'était un livre développement personnel, mais j'aime bien que ça se passe plutôt comme ça. Ça a été le cas avec Coralie Collier, avec les 12 travaux de Pernille, où vraiment j'ai été prise dans l'histoire. Il y avait des petits conseils qui ont été amenés de façon très subtile, et si subtile qu'en tant que lectrice, je me suis dit « Oh tiens, c'est intéressant ce que dit ce personnage. Et si je l'utilisais pour moi et que je l'utilisais dans ma vie de tous les jours, comme si c'était moi qui tombais par hasard sur des conseils, alors qu'à la base, on sait que ce type de livre est plutôt comme ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que derrière, j'ai pas l'impression d'être en conflit avec l'auteur qui vient me juger, qui vient me donner des leçons, qui vient me dire que mon mode de vie ne convient pas, etc. En exemple qui n'a pas du tout marché avec moi, il y a Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, où là, au départ, on s'en prend plein la figure sur les vies trop pleines, etc., pour après nous donner des conseils si on a une vie trop chargée sur comment réapprendre à vivre. Bon, alors moi déjà, si je m'en prends plein la tête sur mon mode de vie, je serai absolument pas réceptive aux conseils qu'on me donnera par la suite. Je vais me bloquer et ça va m'agacer et je vais me dire mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui me dit que j'en fais trop alors que peut-être qu'elle-même en fait pas assez. Voilà. Non, j'ai pas un esprit de contradiction. Mais bon, je pense que je suis pas la seule et donc pour moi ça passe pas quand c'est comme ça. Donc j'ai réessayé un petit livre de Raphaël Giordano avec ce popcorn qui donne de la joie et qui donne le sourire et ce titre qui m'intrigue. Donc, dans le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie, on suit Joy. Joy qui a une vie bien pleine, mais ça va, c'était pas trop critiqué. Elle a une grosse pression qu'elle se met elle-même en fait. Et de la même façon, il n'y a pas de critique par rapport à ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui pense qu'elle peut mieux faire, qu'elle peut faire plus et faire mieux. Et pour l'aider dans ça, elle a notamment 24 000 applis sur son téléphone qui peuvent l'aider à tout réorganiser, à tout optimiser, etc., etc., etc. Voilà.
Et en fait, dans le cadre de son travail dans le marketing, elle va rencontrer Benjamin dans le cadre voilà d'une mission qui lui est confiée et tout ça. Et puis en fait, Benjamin, lui, a une façon de vivre différente et va un peu lui ouvrir les yeux, si vous voulez. Voilà. Bon. Alors, le résumé que je vous en fais, ça vous fait peut-être pas rêver, on se dit que c'est assez classique et tout, mais franchement, moi, ça l'a vraiment fait. J'ai beaucoup aimé la lectrice, je me suis bien attachée à Joy, qui est un peu surprenante en fait. Enfin, dans ce que je vous dis, il y a un côté stéréotypé parce que souvent les personnes, enfin, je trouve que souvent dans ces histoires-là, la personne qui est hyper chargée, c'est quelqu'un qui travaille dans le marketing, puis avec tous les codes du marketing auxquels on peut s'attendre, la mauvaise ambiance parce que concurrence entre collègues, prêt à écraser les autres, manipulation parce que marketing, voilà, et vraiment mauvaise ambiance quoi. Enfin, toutes ces idées qu'on peut se faire des gens qui travaillent dans le marketing, c'est présent. Et je trouve que c'est souvent quand même l'exemple qui est pris. Hein. Mais là, elle est, il y a un côté où elle se laisse peut-être un petit peu faire, mais elle est quand même surprenante sur certaines choses auxquelles je m'attendais pas du tout dans sa vie, en fait, dans sa vie professionnelle. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Joy. Voilà. En résumé, j'ai beaucoup aimé Joy. J'ai passé un super bon moment. Et voilà, les petits conseils qui ont été donnés, je les ai plutôt pris. Alors, ça va prendre une tournure ça va aller assez loin. Dans le côté professionnel, elle va aller assez loin, etc. Il n'y a pas juste un côté où bon bah elle se rend compte des choses, elle part de son travail, elle démissionne et point. Non, ça, c'est autre chose. Mais vraiment ouais, je me suis noté des petits conseils et tout que j'ai plutôt bien pris, qui étaient plutôt bien amenés et qui me paraissent plutôt utiles. Donc écoutez, on va appliquer ça. Alors, je continue avec La saignée de Cédric Cyr, qui est sortie au livre de poche il n'y a pas très longtemps. Moi, je l'ai reçu en service presse début septembre. Alors, La saignée, c'est le 3e livre que je lis de Cédric Cyr. J'ai lu Avec tes yeux, c'était ça le titre, je crois. Ah bah oui, bah alors là, il y a tous ces livres. Oui, c'est ça, Avec tes yeux. Voilà tout ce qu'il a sorti. Donc, en thriller, il y a Vindicta, Du feu de l'enfer, Avec tes yeux. Donc, moi, j'ai déjà lu Avec tes yeux et Vindicta. Il me manque Du feu de l'enfer que j'aimerais découvrir. En thriller fantastique, il y a toute une série. Ah non, mais il y a 2 séries. Oh là, il y a 2 séries. Alors, il y a une série avec Alexandre Vauvert, L'enfant des cimetières et Le jeu de l'ombre. Et il y a une série Zverta et Vauvert, mais en même temps Vauvert, c'est aussi Alexandre Vauvert, avec 3 tomes, 2 fièvres et 2 sang, le premier sang, La mort en tête, et il s'avère que dans ma palle, j'ai La mort en tête. Mais bah, je lui demanderai peut-être à Noir sur Ormesson dans quel sens les lire, parce que moi j'ai le dernier. Est-ce qu'il faut que je lise les 4 précédents des 2 séries? Est-ce qu'il faut que je lise les 2 précédents de la même série? Je sais pas. Et puis il a fait 3 livres fantastiques, 2 recueils de nouvelles et Ange mort. Alors, La saignée, j'y allais en ayant un petit peu peur. On dit souvent que quand on a lu Vindicta, on peut tout lire, tellement niveau scène un peu horrible, c'est difficilement soutenable. Et en même temps, je crois que lui était un peu surpris par rapport à ce qu'il pouvait décrire dans La saignée. Et du coup, je me méfiais de La saignée. Bon, après, il y a aussi le nom qui fait qu'on peut se méfier un petit peu. Bon, au final, c'est bon. Au final, ça a été... ouais, effectivement, il y a des scènes qui sont pas très belles, hein, mais ça va. Alors, on est dans le dark web. On se retrouve avec... eh bien, des scènes un peu horribles où on a quelqu'un qui est torturé et en fait, la torture est faite... ouais, non, mais quand je vous dis que La saignée, ça va, je vous dis, on est sur des scènes qui sont un peu... pas top quand même, mais bon. Et donc, en fait, la torture est faite en fonction des spectateurs via le dark web
qui vont être sur une sorte de forum en même temps et qui vont dire bah alors pour la torture, t'as qu'à lui faire ça. Et puis l'autre il dit t'as qu'à lui faire ça. Et puis en fait dans ces personnes qui suivent, il y a un nombre de participants limité, il y a une hiérarchie entre les participants et l'un décide de la comment la personne va mourir, enfin voilà. Voilà, donc un petit peu ce qui se passe et on est très vite sur cette partie-là. Et on a deux personnages. Enfin, il y en a un peu plus, mais il y a entre autres deux personnages. On a Estelle Rochant qui a travaillé dans la police il y a un petit moment. Elle en a été écartée, il s'est passé des choses un peu, voilà. Du coup, eh bien, elle a été aussi championne de boxe. Et au final, elle devient un peu garde du corps ou videur de boîte de nuit. Enfin voilà, un peu tous ces jobs-là, ça lui correspond bien. Elle est redoutable. C'est un bon élément pour les personnes qui l'ont dans son camp. Et bon, elle a été marquée par ce qui s'est passé hein, dans la police avant qu'elle parte. Et elle a une violence en elle qu'elle essaye d'exprimer, mais on ne sait pas tout. Et puis, on a Quentin Falconier. Alors lui, c'est un policier qui est spécialisé dans la cybercriminalité et donc il enquête sur le dark web, notamment sur un site qui propose des vidéos de torture. Voilà, et donc il veut savoir eh bien, qui se cache derrière tout ça. Voilà. Alors, c'est donc un livre de Cédric Cyr. Comme je vous l'ai dit, c'est le 3e livre de Cédric Cyr que je lis. Et j'ai à nouveau beaucoup aimé. Pourquoi? Eh bien parce que pour moi, Cédric Cyr est le meilleur auteur de page-turner que j'ai pu lire en fait. C'est le seul auteur qui peut me faire lire un livre de 700 pages en une journée. C'est assez dingue en fait et j'ai du mal à vous expliquer pourquoi. Enfin, j'arriverai pas à vous dire oh, bah tiens il a des chapitres très très courts. Oui, mais pas plus qu'un autre en fait si vous voulez. Je peux pas vous dire ah ouais il met des sacrées interrogations à chaque fin de chapitre. Ouais, mais pas plus non plus. L'histoire est prenante, il y a plusieurs histoires dans l'histoire qui s'entremêlent. Les personnages, ils sont jamais tout gentils. C'est assez original et après les personnages en deviennent aussi attachants, mais voilà. Ce que j'apprécie, c'est que alors, vous savez que j'adore Agatha Christie, mais quand même, l'un des trucs qui est parfois compliqué, c'est quand, en une page, elle nous introduit 10 personnages. Voilà. Ça, dans les huis clos, et on se retrouve comme ça, à avoir, tiens, ils étaient tous invités dans un manoir, etc. Les personnes du manoir, c'était, ni 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 ni, il était comme ci, comme ça, ni ni ni, elle est comme ci, comme ça. Ah bah là, moi, c'est là où je me dis, il me faut une fiche personnage. Cédric Cyr, non, 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 c'est pas comme ça. S'il veut introduire 10 personnages, il utilisera 20 chapitres. Ou même plus, en fait. Et on est... en fait, il les introduit au compte-gouttes. Mais il a 700 pages pour lui. Il a le temps de les introduire. Il a le temps de les introduire. Il a le temps de les faire changer d'avis, qu'on montre, qu'on s'attache à eux et qu'ils montrent un autre visage. Enfin, voilà, il a le temps de jouer totalement avec ses personnages. Mais ils sont introduits au compte-gouttes et ça m'avait fait la même chose dans Vindicta. Et c'est bien, je trouve ça très bien. Alors, est-ce que c'est pour ça que c'est un page-turner? Bah non, c'est pas parce qu'on introduit au compte-gouttes ces personnages que ça devient un page-turner. Mais ça nous permet quand même de ne pas être perdu et de vraiment bien savoir qui est qui, de bien identifier chaque personnage, etc. Alors peut-être qu'en fait, oui, ça peut être un ingrédient, je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont ces ingrédients secrets. Mais en tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit à Saint-Maur. Il m'a dit, de toute façon, moi, le page-turner, c'est ce que je promets au lecteur. Donc voilà, si c'est pas page-turner, presque, ça n'a pas marché. Donc voilà, très prenant, vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai été prise dans le livre, j'avais du mal à le lâcher, enfin, je sais pas comment vous dire à quel point c'était un vrai page-turner, et je ne peux que vous le conseiller. Donc ouais, il y a un peu de violence, mais si vous avez lu Vindicta, il n'y a pas de souci. Il y a un peu de violence, je vous ai décrit pourquoi, hein, on a ces fameuses scènes, il y en a pas 50 dans le livre non plus, mais voilà.
Donc il y a des scènes de combat, etc. Voilà. Euh, Prenant, alors très surprenant peut-être pas, mais quand même pas si mal que ça sur le dénouement, ça n'a pas été bâclé si vous voulez, ce n'est pas que un page turner non plus. Donc voilà, bah, écoutez, moi ça l'a fait, ça l'a fait, ça l'a fait. Hein, donc maintenant il faut un autre livre de Cédric Cyr, ou alors en savoir plus sur la série des thrillers fantastiques dont j'ai le dernier tome. Donc c'était La Saignée de Cédric Cyr. Et je termine avec Le Tueur intime de Claire Favant. Alors, je suis perturbée par cette couverture parce que moi qui tricote, je ne vois pas de la corde, je vois des écheveaux. Je vois des écheveaux avec un mélange de lin ou avec un peu de mohair dedans parce qu'on a des petits poils qui ressortent. Voilà, donc je vois des écheveaux et pas de la corde, mais on n'est pas sur un livre gentil, hein. Le tueur intime. Alors, là, on est sur plus de 700 pages. Je les ai lus l'un après l'autre dans cet ordre-là. C'est pour ça que je voulais vous les présenter dans cet ordre-là, parce que quand j'ai commencé le tueur intime, j'ai trouvé le rythme lent. Je sortais d'un page turner de Cédric Cyr. Tout, forcément, paraît lent. Et puis après, petit à petit, j'ai été prise dans l'histoire et je n'ai pas pu le lâcher. Donc, on suit Will dans ce livre, Will enfant, et en fait, Will, c'est un adolescent à la vie compliquée. Sa mère est morte, malheureusement, mais quand sa mère était vivante, elle a fait vivre des choses à Will qui n'étaient pas normales. Et puis, du coup, Will vit avec son père qui noie son chagrin dans l'alcool et qui fait subir à son fils des choses horribles, horribles, des scènes, ça mène à des scènes assez dures à lire. Voilà, la pire chose qu'on puisse faire enfin qui pouvait faire, eh bien voilà, il lui fait à plusieurs reprises les soirs en rentrant de sa beuverie. Oui, en plus de ça, de cette famille, voilà, eh bien, il est harcelé à l'école et régulièrement, il reçoit des coups. Enfin, ça se passe pas bien du tout. Et on a Samantha qui arrive là où il a classe en fait, et puis qui va un peu le prendre sous son aile, qui va le défendre, qui va se sentir presque prise d'une mission de le protéger. Sauf qu'en fait, Will, je vous dis tout ça, mais Will, il est quand même particulier puisque petit à petit, il va devenir un tueur en série. Rien que ça. Et donc là, on est au début avec lui, si vous voulez, mais on va pas rester pendant tout le livre avec Will. On suit au début un petit peu je vais pas dire comment il en est arrivé là, mais on va suivre ce qu'il a vécu. Et donc petit à petit, eh bien, on va suivre sa vie, on va suivre la façon dont il a manipulé son entourage, notamment cette fameuse Samantha qui a eu le malheur de vouloir l'aider. Et comment petit à petit il devient un tueur en série, quelles ont été les étapes, parce qu'il a fait ça par étapes. Et puis après, le FBI est à ses trousses, on va suivre le FBI qui va tenter de l'identifier, qui va tenter de l'attraper. Et notamment au FBI, on va suivre un nouveau profiler, RJ, auquel on s'attache beaucoup. Donc on a principalement 3 personnages. On a Will, on a Samantha, on a RJ. Je me suis un peu replongée en fait à travers cette histoire dans des séries d'Andrea Ajap que j'aimais beaucoup. Andrea Ajap, c'était mon ancienne autrice préférée, enfin une de mes anciennes autrices préférées parce que Agatha Christie n'a jamais été détrônée. Et je vous en parle assez régulièrement. Ils sont toujours là les livres d'Andrea Ajap? Non, ils ont basculé là-bas parce que je lis trop de livres et qu'on a tout changé. Mais elle a écrit une série. Alors est-ce que je vais voir d'ici? Avec 100 premiers, un violent, alors je crois que c'est dans cet ordre, de l'autre le chasseur, un violent désir de paix et 100 premiers. Je vais regarder. Hop, les voilà. Avec Hélène Baron. Hélène Baron, oui c'est ça. Alors, de l'autre le chasseur, est-ce que c'est bien le premier? Parce que si je vous lis la couverture alors que c'est pas le premier, je vais vous spoiler.
Oui, c'est ça, je vous confirme. De l'autre, le chasseur, un violent désir de paix, et sans premier. Et donc, de l'autre, le chasseur, si je vous lis le début de la 4e de couverture, elle l'a aimé, il a tué ses parents. Il l'a choisi, repoussant toujours au lendemain un crime trop sûrement sauvage, puis il a disparu, la laissant échouer là vivante, ou plutôt en sursis, une proie. Épouser un tueur en série, qui aurait pu penser ça de la jolie Hélène Baron, héritière d'une des plus anciennes familles de Boston. Méconnaissable désormais sous l'identité de Julia Holmer, la jeune femme se terre, attendant sans y croire de retrouver son mari et de l'éliminer. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça, enfin sur une histoire un peu d'ambiance et tout, mais il était peut-être plus angoissant celui-ci. Euh, Enfin bref, j'ai vraiment été prise par cette histoire. En fait, c'est un livre de Claire Favant. Et Claire Favant, je la trouve très 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 douée pour décrire la psychologie des personnages. Alors c'est son premier livre, ce qui est encore plus impressionnant. Mais vraiment, la psychologie des personnages, elle a un truc sur ça. On les perçoit. Et alors notamment les sociopathes nous font peur. Voilà, on a ce Will qu'on suit au début. Puis après, on suit un peu Enfin, on voit ce cheminement. Dans cette histoire, il n'y a pas du tout la question de qui a commis le crime, en fait. Parce que dès le départ, on nous met Will sur un plateau, c'est bon, on sait qui c'est. Mais il y a tout ce qui est autour des tueurs en série, parce on suit du coup en parallèle, eh bien, Will qui commet ses crimes, et puis le FBI. Et ce que j'apprécie dans les enquêtes autour de tueurs en série, c'est qu'on a tout un travail de prévision, on a des enquêtes qui sont assez méthodiques, parce que chaque enquête est vraiment analysée, et puis de façon isolée. Et puis ensuite, il y a une vision globale pour essayer de voir les points communs, et donc tenter de savoir où il va frapper la prochaine fois pour tenter de lui mettre, de monter un piège contre lui, ou tenter de voir quelles sont les caractéristiques des victimes, et voilà, son mode opératoire, et où est-ce qu'il peut vivre par rapport à tous ces points géographiques. Et toutes ces informations-là, c'est assez intéressant, et je trouve ça très méthodique, très carré, très mathématique, donc ça me plaît forcément beaucoup. Bon, il y a quand même un petit point négatif, c'est que même si j'ai beaucoup aimé et tout, il y a des moments qui étaient peut-être un petit peu longs, et je m'en suis rendu compte juste parce que je lisais le Cédric Cyr juste avant, donc il y a peut-être des passages qu'on aurait pu un petit peu enlever. Mais voilà, on est dans cette ambiance un peu particulière, on est dans des scènes horribles. Alors là, je vous l'ai dit pour La Saignée, qui est peut-être moins que Vindicta, là on est sur des scènes de viol, et plusieurs en fait, et qui sont assez décrites. Voilà, donc pareil, je préfère vous prévenir de ça. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je sais pas quoi ajouter d'autre sur ce livre. Je sais que pour certains d'entre vous, ça a été le meilleur thriller qu'ils ont jamais lu, et vraiment jusqu'au bout, jusqu'aux dernières pages. Les dernières pages, elles sont prenantes, et quand on finit ce livre, on a juste envie d'enchaîner avec le suivant. Et voilà, il faut que je le dise bientôt pour pas oublier. Ce livre se termine tellement sur un truc qu'il faut enchaîner. Il faut enchaîner, donc il faut vraiment que j'enchaîne prochainement, et c'est pas du tout un livre à lire dans la période de Noël qui arrive, mais il faut quand même que j'enchaîne, parce que je vais pas pouvoir rester... Enfin, je suis pas tranquille avec la fin hyper ouverte du tueur intime, avec une scène où j'ai peur pour certains personnages, en fait. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Je vous remercie d'être toujours présent dans les commentaires, dans les petits pouces vers le haut, dans vos partages de visionnage sur Instagram ou autre. Ça me touche beaucoup à chaque fois. Donc je vous remercie pour ça, et je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. À bientôt!